Enfin, maintenant on peut vendre sa maison et utiliser l'argent pour notre mariage, a dit ma fiancée aux obsèques de ma mère. 40 membres de ma famille l'ont entendu. Je suis resté silencieux, puis je lui ai dit de partir, et quand elle a refusé, mon oncle, un policier, a dû la raccompagner jusqu'à la porte. Moi, Antoine, 32 ans, j'ai enterré ma mère, Martine, mardi, elle s'est éteinte 4 mois après le diagnostic d'un cancer, je n'ai même pas eu le temps de réaliser avant qu'elle ne soit en terre. Les obsèques étaient modestes, peut-être 40 personnes se sont réunies après chez ma tante Isabelle, principalement la famille, quelques collègues de ma mère de la médiathèque où elle avait travaillé pendant 20 ans, et quelques voisins, le genre de réception classique où les gens partagent des histoires, pleurent et rient en se remémorant des souvenirs. Ma fiancée était là, nous l'appellerons Camille, 29 ans, nous étions ensemble depuis 2 ans, fiancés depuis 6 mois, et le mariage était prévu pour le printemps prochain. Elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone pendant la réception, je l'ai remarqué mais je n'ai rien dit, à cause du brouillard du deuil, vous savez, de toute façon, tout me semblait irréel. Nous étions dans la cuisine, avec mon oncle Thierry, qui est policier, ma tante, 2 de mes cousins, mon petit frère Thomas et ma sœur Julie, et peut-être 15 autres personnes à portée de voix. Quelqu'un m'a demandé ce que j'allais faire de la maison de ma mère, pour le contexte, elle m'avait légué la maison dans son testament, un petit pavillon de 3 chambres et 2 salles de bain, payé et estimé à environ 280 000 € selon le notaire qui avait fait l'estimation successorale. Elle m'avait également laissé son épargne, environ 45 000 €, tout le reste étant partagé entre mes frères et sœurs. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, Camille a bondi, enfin, maintenant on peut la vendre et utiliser l'argent pour notre mariage, j'ai repéré ce lieu de réception, il coûte 85 000 € pour tout, mais il est parfait, c'est un timing parfait. Toute la cuisine s'est tue. Un timing parfait. Ma mère était morte depuis 3 heures. Je l'ai juste fixée. Tout le monde la fixait. Elle souriait, complètement inconsciente. Quoi, elle a regardé autour d'elle. Ne me regardez pas comme ça. On allait faire un petit mariage à cause des contraintes budgétaires, mais maintenant on n'a plus besoin. Sa mère voudrait qu'il soit heureux, non? Ma tante avait l'air de vouloir commettre un meurtre, ma sœur a recommencé à pleurer, la mâchoire de mon oncle faisait ce mouvement où l'on voit les muscles se contracter. Sortez, ma voix est sortie à plat, morte, comme si j'étais détaché de mon propre corps. Quoi? Mon chéri, ne sois pas dramatique. Fichez le camp de la maison de ma tante. Je ne vais nulle part. Nous devons en parler comme des adultes. Vous venez de dire que la mort de ma mère était un timing parfait lors de sa réception funéraire. Sortez. Elle a croisé les bras, littéralement croisé les bras comme un enfant. Non, tu es en deuil et tu ne penses pas clairement. Quelqu'un doit prendre des décisions sensées ici. C'est à ce moment-là que mon oncle s'est avancé, d'une voix de flic autoritaire, « Madame, vous devez partir maintenant. Vous ne pouvez pas me dire ce que je dois faire. » En fait, si. Vous troublez le calme d'une propriété privée lors d'une réception funéraire. Vous sortez ou je vous raccompagne. Choisissez. Elle m'a regardé comme si je devais la défendre. J'ai juste fixé le vide. Tu le laisses vraiment me faire ça juste parce que je suis pragmatique? Silence. Mon oncle l'a prise par le coude, pas rudement, juste fermement, et l'a conduite à la porte. Elle a hurlé tout le long à quel point j'étais ingrat, à quel point elle essayait juste d'aider, à quel point tout le monde exagérait, comment j'osais l'humilier comme ça. La porte s'est fermée. Tout le monde est resté là, figé. Le frère de mon père, mon oncle Laurent, à qui je parlais à peine parce qu'il est un peu perdu, a dit « Eh bien, tu as échappé à une balle, mon gamin. » Quelques personnes ont ri nerveusement, mais c'était surtout un silence choqué. Je suis sorti, je me suis assis sur le perron, incapable de pleurer, incapable de penser, juste assis là. Ma sœur m'a trouvé environ 20 minutes plus tard, elle s'est assise à côté de moi. Elle n'a rien dit. Ce n'était pas nécessaire. Mon téléphone a commencé à exploser vers minuit. Les SMS de Camille commençaient par « Mon chéri, je suis tellement désolé » et dégénéré en « Tu es ridicule et nous devons discuter de notre avenir, et la maison, alors ?» Je l'ai bloqué. Je me suis endormi dans ma chambre d'enfant chez ma mère, entouré de ses affaires. Je me suis réveillé le lendemain matin, ne croyant toujours pas que tout cela était réel. Première mise à jour. Évidemment, cela a empiré. Le matin après les obsèques,
j'étais chez ma mère avec mes frères et sœurs, on triait ses affaires, on décidait quoi garder, quoi donner. Une journée difficile, beaucoup de pleurs. Vers 7 heures du matin, quelqu'un a commencé à frapper à la porte. Thomas, mon frère, a ouvert. Camille a essayé de le bousculer. J'ai besoin de lui parler. C'est ridicule. Nous allons nous marier. Ma sœur Julie l'a bloqué. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je suis sa fiancée. Plus maintenant. Non. Je suis arrivé à la porte. Elle a essayé de se faufiler derrière ma sœur, ça n'a pas marché. Ma sœur jouait en club de volley-ball au niveau régional et pesait 15 kilos de pur muscle de plus que Camille. Mon chéri, s'il te plaît. Je suis désolé si ce que j'ai dit a mal été perçu. J'essayais juste d'aider. Tu ne penses pas clairement à cause du deuil. Arrête de parler. Nous devons discuter du mariage. Le lieu de réception a besoin d'un acompte d'ici la semaine prochaine ou nous perdons la date. Il n'y aura pas de mariage. Son visage a changé, passant d'une fausse préoccupation à la froideur en une demi-seconde. Ne sois pas stupide. Tu es bouleversé, je comprends. Mais nous n'allons pas jeter 2 ans à la poubelle parce que j'étais réaliste. Tu as qualifié la mort de ma mère de timing parfait lors de ses obsèques devant 40 personnes. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Alors comment le voulais-tu? Rien. Elle n'avait rien à répondre. Pars. C'est fini. D'accord. Garde cette stupide maison, mais je veux ma bague. Ça représente 8 000 € de diamants. Et tu ne la garderas pas si tu te comportes comme ça. Je suis allé à ma voiture, j'ai pris la bague dans la boîte à gants où je l'avais jetée après l'avoir bloquée, et je l'ai lancée à ses pieds. Voilà. Maintenant, disparaît. Elle s'est précipitée pour la ramasser comme une golome, puis est restée là, comme si elle s'attendait à ce que je change d'avis. Quand je n'ai pas bougé, elle a soufflé et est partie en trombe, démarrant en pétaradant si fort que ça a réveillé tout le voisinage. Mon frère m'a regardé, mec, qu'est-ce que tu lui as trouvé, honnêtement? Bonne question. J'y ai réfléchi les jours suivants. La relation était facile. Elle planifiait tout, prenait toutes les décisions. Je pensais qu'elle était serviable, qu'elle prenait des initiatives. Maintenant, je vois qu'elle contrôlait tout. Par exemple, chaque fois que nous parlions d'avenir, c'était toujours du mariage, de la maison qu'on achèterait, du style de vie qu'elle voulait, de l'esthétique Instagram. Jamais de nous en tant que personnes réelles, juste de choses, d'acquisition de biens. Et elle avait déjà fait des commentaires sur la maison de ma mère, un si bon quartier. Le jardin est parfait pour les enfants. On pourrait refaire toute la cuisine, un concept ouvert. Je pensais qu'elle planifiait simplement l'avenir. Je n'avais pas réalisé qu'elle la revendiquait déjà dans sa tête. Ensuite, sa mère m'a appelé. Tu fais une énorme erreur. Ma fille t'aime. Votre fille a dit que la mort de ma mère était un timing parfait. Elle ne voulait pas dire ça de cette façon. Tu es cruel. Elle est dévastée. Dévastée de m'avoir perdu, ou d'avoir perdu l'accès à une maison à 280 000 €. Elle a commencé à crier à quel point j'étais ingrat, à quel point sa fille avait supporté ma famille, à quel point je gâchais une femme bien pour une petite erreur. J'ai raccroché. Je l'ai bloqué aussi. 2 jours plus tard, notre wedding planner m'a appelé. Salut, votre fiancée m'appelle sans arrêt. Elle veut que je vous facture tous les frais d'annulation. Ça fait environ 2 400 €. On avait partagé la compte au moment de la réservation. Le contrat stipule que celui qui annule paie les frais. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle insiste sur le fait que vous avez hérité de l'argent, donc vous pouvez vous le permettre, et que je devrais vous obliger à payer. Je voulais juste confirmer avec vous que c'est vraiment fini avant de passer à l'étape suivante. Complètement fini. Cool. Aussi, elle a appelé le lieu de réception 3 fois pour essayer de garder votre date de mariage. Elle voulait changer le nom du marié. Ils lui ont dit que ça ne marchait pas comme ça. Elle exige maintenant un remboursement complet. C'est toute une histoire. Attendez. Elle a essayé de garder la date et de juste me remplacer? Oui, a dit la planée. Je fais ça depuis 15 ans, et ça, c'est nouveau. Bonne chance, mon vieux. Et je suis désolé pour votre mère. C'est là que j'ai vraiment réalisé. Elle n'était pas bouleversée de m'avoir perdu. Elle était bouleversée d'avoir perdu le mariage,
le lieu de réception, les posts Instagram, la maison, toute l'esthétique qu'elle avait construite dans sa tête. J'étais juste un personnage secondaire dans son fantasme. La meilleure amie de Camille m'a contacté pour prendre un café. Nous nous étions toujours bien entendus. J'y suis allé. Écoute, je vais te dire quelque chose, mais tu ne peux pas dire que ça vient de moi. D'accord. Elle parle de la maison de ta mère depuis des mois, avant même que ta mère ne tombe malade. Elle n'arrêtait pas de dire que lorsque vous vous marieriez, tu en hériterais probablement et que vous pourriez la vendre ou la louer pour un revenu passif. Elle avait tout un plan. J'étais écœuré. Quand ta mère a été diagnostiquée, elle a littéralement dit que c'était triste mais aussi une sorte de timing arrangeant parce que le marché immobilier est bon en ce moment. Elle a dit quoi? J'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis désolé. Je pensais que c'était juste des paroles. Tu sais, les gens disent des choses, mais après ce qui s'est passé aux obsèques, je ne peux plus me taire. Elle est partie. Je suis resté assis là pendant 1 heure, rejouant chaque conversation, chaque moment. Maman n'avait rencontré Camille qu'une dizaine de fois au total. Elle disait toujours qu'elle était assez gentille, mais elle ne s'était jamais vraiment attachée à elle. Je pensais que maman était juste trop protectrice, un peu vieille école. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait. Plus tard ce jour-là, je rangeais le bureau de ma mère et j'ai trouvé une lettre qui m'était adressée. Elle était datée de 2 semaines avant sa mort. Mon chéri, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Je suis tellement désolé de ne pas être là pour t'aider à traverser ça. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Je ne lui fais pas confiance. À ta fiancée. J'ai vraiment essayé de l'aimer, mon bébé, mais chaque fois qu'elle vient, elle mesure les rideaux des yeux, elle pose des questions sur la valeur immobilière, elle parle de ce qu'elle changerait. Elle ne te demande jamais de tes nouvelles, comment tu vas. Elle ne parle que de choses, de plans, d'argent. Une femme qui t'aime se soucierait de toi, pas de ce que tu vas hériter. Je suis restée silencieuse parce que tu semblais heureux, mais assure-toi s'il te plaît qu'elle t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux lui donner. Fais confiance à ton instinct. Je t'aime tellement, maman. J'ai pleuré pendant environ 1 heure, puis j'ai appelé mon oncle. J'ai besoin de conseils, de trucs juridiques. Viens. J'ai passé toute la soirée chez lui. Il n'est pas avocat, mais il gère des ruptures compliquées tout le temps dans son travail. Première chose, change tes serrures. Aujourd'hui. Elle a une clé de ton appartement, n'est-ce pas? Oui. Change-les maintenant. Elle va essayer de prétendre qu'elle vit là, qu'elle a des droits sur tes affaires. Ne la laisse pas établir de revendications sur ton espace. Et pour la maison de ta mère? Elle est à mon nom seulement. Le testament est clair. Juste moi. Garde ça comme ça. Ne l'ajoute à rien. Ne la laisse pas emménager des affaires. Elle va essayer. Il avait raison. J'ai reçu une lettre 2 jours plus tard d'un avocat quelconque, d'apparence bon marché, pleine de fautes de frappe, un modèle générique exigeant que je discute de la division des actifs et affirmant que Camille avait un intérêt financier dans les biens matrimoniaux acquis pendant la relation. Nous n'étions pas mariés. Nous ne possédions rien ensemble. Elle essayait de réclamer mon héritage parce que nous étions fiancés. J'ai appelé mon propre avocat, une bonne avocate, hautement recommandée. Elle a ri quand j'ai expliqué. Elle n'a aucune affaire. Vous n'étiez pas mariés. La maison est un héritage. Elle n'a absolument aucune revendication légale sur quoi que ce soit. Envoyez-moi les coordonnées de son avocat. Je m'en occupe. Et si elle continue d'insister? Alors elle gaspillera de l'argent en frais de justice et n'obtiendra rien. Ces avocats bon marché se font payer d'avance et lâchent les clients quand ils réalisent qu'il n'y a pas d'affaire. Je lui donne 2 semaines maximum. Mon avocate avait raison. Deuxième mise à jour. Camille a complètement pété les plombs. Son avocat l'a laissé tomber après que le mien a envoyé une seule lettre. Je suppose que l'absence de dossier a fini par faire son chemin. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a commencé à appeler les membres de ma famille, non pas pour s'excuser, mais pour les recruter. Elle a appelé la cousine de mon père, essayant de la convaincre que je volais son avenir et qu'elle méritait la moitié de la maison parce que nous étions fiancés. Ma cousine, mais vous n'étiez pas mariés. Nous allions l'être. C'est pratiquement la même chose. Ce n'est littéralement pas comme ça que ça marche.
Elle a appelé ma sœur en pleurant, la suppliant de me raisonner. Ma sœur lui a dit de perdre son numéro et a raccroché. Puis elle a commencé à juste apparaître. Mon appartement, la maison de ma mère, mon bureau, elle apparaissait, essayant de me coincer. Mon oncle m'a dit de tout documenter, les heures, ce qu'elle disait, tout. J'ai commencé à tenir un journal. L'incident au bureau était bizarre. Elle s'est présentée pendant le déjeuner, a dépassé l'accueil, a trouvé mon bureau. Nous devons parler. Non, vous devez partir. Je ne pars pas tant que vous n'acceptez pas d'être raisonnable. Cette maison est à moitié à moi. Mon patron est sorti de son bureau. Madame, vous devez partir avant que j'appelle la sécurité. C'est entre lui et moi. La sécurité l'a littéralement raccompagné jusqu'à la sortie. Elle criait que j'étais un voleur, que j'avais volé son avenir, que tout le monde saurait ce que j'avais fait. Mon patron m'a pris à part après, ex-petite amie, ex-fiancée, elle va être un problème. J'espère vraiment que non. Tiens-moi au courant. Documente tout. 2 jours plus tard, elle a déposé une plainte à la police. Elle a dit que je lui avais volé des bijoux, spécifiquement un bracelet que sa grand-mère lui avait donné et qui se trouvait dans notre appartement commun, et que je refusais de le rendre. Voici le truc, je lui avais rendu toutes ses affaires le lendemain des obsèques. Chaque chose. Je l'avais tout emballé, déposé chez sa mère, et j'avais fait signer un reçu à sa mère confirmant qu'elle avait tout reçu. Le policier qui s'est présenté, le coéquipier de mon oncle, connaissait toute l'histoire. Écoute, mec, je dois faire le suivi. Tu as ce bracelet? Je n'ai jamais vu de bracelet. J'ai tout rendu. J'ai un reçu. Je lui ai montré le reçu signé. Parfait. Je vais noter dans mon rapport que les biens ont été restitués et confirmés par un témoin. Ça ne mènera à rien. Mais, elle monte en puissance. Continue de documenter. Si ça empire, on peut envisager des ordonnances restrictives. La même semaine, elle a publié sur Facebook un long post dramatique expliquant que son fiancé l'avait abandonnée après la mort de sa mère, qu'il avait tout hérité et l'avait exclue, comment elle l'avait soutenu dans son deuil et n'avait rien obtenu. Les commentaires étaient un désastre. Les gens qui me connaissaient démentaient, ses amis s'y sont engouffrés. Tu mérites mieux, ma belle. C'est un salaud. Poursuis-le. Sa mère s'en est mêlée, postant que j'avais été mal élevé, que ma mère aurait honte de la façon dont je traitais sa fille, que cette maison devrait être partagée. Ma tante, la sœur de ma mère, l'a vue. Elle n'est généralement pas sur les réseaux sociaux, mais quand elle l'est, c'est nucléaire. Elle a commenté, votre fille a dit que c'était un timing parfait à propos de la mort de ma sœur lors des obsèques, 3 heures après que nous l'ayons enterrée, devant 40 témoins. Vous voulez parler de mal élever un enfant? Commencez par le vôtre. Elle a tagué tous ceux qui étaient là. Ils ont tous confirmé. Absolument tous. Le post a disparu en 1 heure, mais elle n'avait pas encore fini. Elle a commencé à appeler les prestataires de mariage que nous avions contactés, les photographes, les traiteurs, tout le monde, leur disant que je refusais de payer les factures et qu'ils devaient me contacter directement. Ils ont tous appelé pour vérifier. Je leur ai dit que les fiançailles étaient rompues, qu'elle gérait sa partie et moi la mienne, ce qui ne représentait rien car elle avait insisté pour payer tous les acomptes elle-même pour obtenir les récompenses de sa carte de crédit. Elle a essayé de rendre la bague. Le magasin a refusé. Monture personnalisée, pas de remboursement selon la politique. Alors elle a essayé de la vendre en ligne, la mise en vente à 12 000 €, alors que je l'avais payé 8 000 €. Elle n'arrêtait pas de baisser le prix. Je l'ai vue à 5 000 € la semaine dernière. Elle est toujours en vente. Puis les agents immobiliers ont commencé à m'appeler. Bonjour, je donne suite à votre demande concernant la vente du bien à l'adresse de votre mère. Je n'avais jamais contacté d'agents immobiliers. Oh, eh bien, quelqu'un a appelé depuis ce numéro pour demander les prix du marché et des estimations. Elle se faisait passer pour moi, appelant des agents, essayant de mettre la maison de ma mère en vente. J'ai changé tous mes mots de passe, mis des alertes de fraude sur mon crédit, appelé toutes les grandes agences immobilières du coin et expliqué, ne listez pas cette propriété. N'acceptez aucune demande à moins que je ne vous contacte directement depuis un email et un téléphone vérifié. Ensuite, il y a eu l'histoire de l'assurance. Elle était sur ma mutuelle santé, couverture de partenaires domestiques via mon travail. Je l'ai retirée la semaine après les obsèques,
Une mise à jour standard des avantages en cas de changement de situation. Elle a appelé les RH, disant que je l'avais fait par accident pendant mon deuil. Elle a exigé d'être réintégrée. Les RH lui ont dit non. J'avais soumis les documents personnellement avec toutes les signatures requises. Pas un accident. Il ne pense pas clairement. Sa mère vient de mourir. Madame, les documents sont très clairs. La relation a pris fin. La couverture a pris fin. C'est illégal. Les RH l'ont ignoré et m'ont appelé pour documenter. Elle avait essayé de les manipuler. J'étais épuisé. En deuil de ma mère, gérant la succession, aidant mes frères et sœurs qui luttaient, et cette femme ne s'arrêtait pas. Mon avocate a appelé. Elle menace à nouveau de vous poursuivre. Un angle différent. Quoi, maintenant? Elle prétend que vous lui avez verbalement promis la maison. Elle dit que c'était un contrat oral et que vous le rompez. C'est insensé. Oui. C'est également invraisemblable et ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne l'héritage. Mais elle a trouvé un autre avocat bon marché pour prendre son argent. Ils ont envoyé une mise en demeure exigeant quoi? 140 000 €, la moitié de la valeur de la maison, plus 15 000 € pour le préjudice moral et les frais de mariage. 155 000 € au total. J'ai ri. Qu'est-ce qu'on fait? On l'ignore. Elle essaie de pêcher, espérant que vous réglerez pour qu'elle s'en aille. Ne le faites pas. Si elle intente une action en justice, ce qui coûte de l'argent qu'elle n'a pas, nous l'écraserons. Mais elle ne le fera pas. C'est du théâtre. 2 semaines plus tard, rien. Pas de procès. Juste des menaces creuses. Mais le harcèlement a continué. J'ai commencé à recevoir des colis aléatoires à mon appartement. Des bijoux bon marché, des peluches, des cartes avec « Tu me manques » écrit à l'intérieur. J'ai tout renvoyé. N'habite pas à cette adresse. Elle a commencé à se garer devant mon immeuble. Juste assise dans sa voiture pendant des heures. J'ai appelé la ligne non urgente de la police. Ils ont envoyé quelqu'un. Elle est partie quand le policier est arrivé. Elle est revenue le lendemain. La 3e fois, le policier lui a dit que si elle revenait, ce seraient des accusations de harcèlement. Elle a finalement arrêté de venir. J'ai commencé à recevoir des appels de numéros inconnus, cependant. Ses amis, ses proches, des gens que je n'avais jamais rencontrés. Tous avec le même scénario. J'étais déraisonnable. Elle avait fait une erreur. Je devrais lui pardonner. Elle méritait la moitié de la maison. Je les ai tous bloqués. Puis son père a appelé. Il ne m'avait jamais aimé. M'avait à peine parlé en 2 ans. Maintenant, soudain, il appelle. Tu dois faire ce qui est juste pour ma fille. Cette maison devrait être partagée. Votre fille a dit que la mort de ma mère était un timing parfait lors des obsèques. Je ne lui dois rien. Elle a fait une erreur. Tu es vindicatif. J'en ai fini. Perdez mon numéro. Je l'ai bloqué. La maison était toujours là. Je n'y vivais pas. Je n'arrivais pas encore à m'y résoudre. Mais je savais que je devais en faire quelque chose. Mes frères et sœurs et moi avons discuté, décidé de vendre. Aucun de nous ne voulait y vivre sans maman. Trop de souvenirs. Trop douloureux pour le moment. Nous l'avons mise en vente. Nous avons reçu une offre en 1 semaine. 288 000 €. Acheteur au comptant, pas de problème d'inspection. Clôture rapide. Nous l'avons accepté. Dernière mise à jour. La vente de la maison a été conclue la semaine dernière. L'argent est sur mon compte. J'en ai partagé une partie avec mes frères et sœurs, même si le testament de maman ne l'exigeait pas. Ça me semblait juste. Ils avaient aidé à tout vider. Ils m'avaient soutenu à travers tout le drame avec Camille. Ils méritaient quelque chose. J'ai remboursé ma voiture. J'ai mis le reste dans une épargne. C'était irréel de voir ce chiffre sur mon compte. Camille l'a découvert d'une manière ou d'une autre, probablement en passant devant et en voyant le panneau « Vendu ». J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'espère que tu t'étoufferas avec cet argent que tu m'as volé. Je l'ai bloqué. J'ai envoyé la capture d'écran à mon avocate juste au cas où. Sa meilleure amie m'a contacté à nouveau. Elle ne va vraiment pas bien. Je pensais que tu devais le savoir. Ce n'est pas mon problème.
Je sais. Juste, elle a perdu son travail, elle n'arrêtait pas de s'absenter pour des problèmes juridiques, et elle a été licenciée. Elle est de retour chez ses parents. C'est grave. Elle s'est fait ça toute seule. Je sais. J'ai essayé de lui dire, elle ne veut rien entendre. Elle te blâme pour tout. J'ai raccroché, je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni culpabilité, juste le vide. Le chagrin pour maman arrive par vagues. J'ai trouvé un de ses livres hier et je me suis effondré. Certains jours, je suis fonctionnel. Certains jours, je ne peux pas sortir du lit. Mes frères et sœurs et moi nous envoyons des SMS tous les jours, nous prenons de nos nouvelles. Ça aide. Mon père est plus présent. Nous n'étions pas proches après le divorce de mes parents, mais il essaie. Il est venu aider à emballer les affaires de la maison de maman. Il n'a pas posé de questions. Il a juste travaillé. Nous avons pris une pizza après et nous avons parlé d'elle. La première vraie conversation que nous avions eue depuis des années. Ma tante appelle chaque semaine. Elle apporte de la nourriture, raconte des histoires sur l'enfance de maman. J'attends ces appels avec impatience. Mon travail m'a donné du temps libre supplémentaire quand j'en avais besoin. Mon patron a été cool avec toute cette histoire. Mes collègues ne font pas pression, ils me laissent exister. Je n'ai pas pensé à sortir avec quelqu'un. Je ne peux pas l'imaginer pour l'instant. Peut-être plus tard, peut-être pas. Peu m'importe. Le mariage aurait eu lieu le mois prochain. Parfois, j'y pense, à ce que je ferais si rien de tout cela ne s'était produit. Être nerveux à propos des vœux, se disputer sur le plan de table, être excité et stressé. J'ai évité une bombe atomique. Honnêtement, j'ai encadré la lettre de maman. Elle est sur mon bureau. Quand je commence à douter de moi, à me demander si j'ai trop réagi, je la lis. Puis je me souviens de « timing parfait ». Cette phrase vit dans ma tête, sans payer de loyer. Ma sœur m'a demandé si je regrettais quelque chose. Pas d'avoir mis fin à notre relation. Juste de ne pas avoir vu qui elle était vraiment plus tôt. Elle a bien joué ou je ne voulais pas le voir. Les deux peuvent être vrais. Elle a raison. J'ai ignoré les signaux d'alarme parce que c'était plus facile. Je l'ai laissé prendre toutes les décisions, tout planifier, contrôler la relation. Je ne voulais pas faire de vagues. Je ne referai plus cette erreur. J'ai reçu un autre appel hier de la mère de Camille. Un numéro différent. Tu as détruit la vie de ma fille. Elle avait tout planifié. Tu as tout gâché. Votre fille a dit que la mort de ma mère était un timing parfait lors des obsèques. Elle a tout gâché elle-même. Elle a fait une erreur, un commentaire. Un commentaire qui m'a montré exactement qui elle est. Tout ce qui a suivi l'a juste prouvé. Elle t'aimait. Non, elle aimait ce que je pouvais lui donner. Ce n'est pas la même chose. J'ai raccroché, bloqué ce numéro aussi. Mon oncle Thierry est passé hier soir avec de la bière. On s'est assis sur mon perron, on n'a pas beaucoup parlé. Ça va? Ça vient. Ta mère serait fière. Tu n'as laissé personne te marcher dessus. Tu as tenu tête. Ça n'a rien de spécial. C'était juste la seule option. C'est exactement pour ça que ça compte. La plupart des gens cèdent, trouvent des excuses, essaient de réparer des choses irréparables. Tu ne l'as pas fait. Nous avons fini nos bières en silence. Parfois, je pense à ce lieu de réception, celui à 85 000 €. Celui qu'elle était impatiente de payer avec l'argent de la maison de ma mère décédée. Je me demande si elle y pense aussi. Si elle passe devant en voiture, si elle s'est convaincue que cela aurait dû être à elle. Peu m'importe. Maman est partie. C'est ça, la vraie perte. Tout le reste n'est que du bruit. Mais je suis toujours là, je continue d'avancer, un jour à la fois. Et je le fais sans quelqu'un qui voyait la mort de ma mère comme une opportunité commerciale. Honnêtement, c'est suffisant.